Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà un moment maintenant, sur ce dernier match de la saison pour nous, cette défaite sur le parquet de Miami pour le match du play-in. Puis les déclarations qui ont eu lieu le lendemain, revenir un petit peu sur tout ça et les dernières infos. Euh, voilà, on a terminé notre saison sur le même parquet que là où on l'avait commencé mi-octobre l'année dernière, donc à Miami. On avait gagné cette fois-ci et malheureusement pas cette fois. Et surtout, quelle manière cruelle de mettre fin à cette saison parce que on a fait un gros effort, notamment sur le plan défensif, mais on s'est vraiment offert une chance d'aller chercher ce match. Pendant la grande majorité de la rencontre, on était dedans. Il y avait une sacrée intensité, beaucoup de hustle play. Euh, Vraiment, on était dedans et puis on a craqué dans les dernières minutes, quoi, tout simplement. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce match. Et Miami, c'est vrai qu'ils ont un plan défensif qui est assez similaire au nôtre, parce qu'on est quand même deux équipes qui aiment bien blinder un peu la raquette et faire en sorte que l'équipe adverse rentre des 3 points pour te battre. C'est ce que beaucoup d'équipes font face à nous, mais c'est aussi ce que nous on a tenté de faire sur ce match-là face à Miami. Le problème, c'est qu'on est tombé sur un Max Truss absolument phénoménal, euh, qui a mis les 12 premiers points de l'équipe pour Miami avec 4 sur 5 à 3 points, des shoots dans tous les sens, en sortie d'écran, catch and shoot, ou totalement laissé libre parce qu'on n'a pas su faire le close-out de manière assez rapide. Ça a été très compliqué, il nous a fait très mal. Conteste, pas conteste, c'était ficelle à chaque fois. Caruso a bien tenté de répondre, il a mis 2 paniers à 3 points, ce qui est déjà très bien pour lui, les 8 premiers points des Bulls. Mais derrière, on a eu un peu de mal à se mettre en place offensivement, parce que Miami te force à prendre des shoots de loin, mais aussi à cette capacité à switcher sur tous les pick and roll. Il y a eu parfois des mismatchs où tu avais Jimmy Butler à l'intérieur qui défendait sur Vucevic. Mais le problème, c'est qu'Adebayo, avec ses bras énormes, il empêchait les ballons d'arriver jusqu'à l'intérieur. Donc, du coup, on n'arrivait pas à le servir. Donc, voilà, on a eu des situations comme ça où on n'arrivait pas à vraiment trouver de bons shoots, tout simplement, et pas vraiment de rythme, pas une circulation de balles dingue, parce qu'il y avait toujours voilà, cette équipe de Miami avec son envergure et son activité qui repoussait tout ça, quoi. Donc on a pris du retard assez rapidement dans ce match-là. Et puis on est revenu avec pas mal de seul play. On a été capable de voilà, augmenter un petit peu l'intensité. Des deux côtés, hein, les deux équipes se sont vraiment livrées une grosse bataille avec voilà, ça se jetait au sol, il y avait beaucoup de contacts, un jeu un petit peu haché et assez lent. Mais au final, c'est à ce moment-là qu'on a refait un petit peu de notre retard. Kobe White a fait un gros taf en rentrant plusieurs paniers à 3 points. Caruso a été excellent défensivement. Il a mis quelques paniers en contre-attaque. Euh, et franchement, même, enfin, même avec Max Truss qui continue de mettre des paniers à 3 points, qui provoque des lancers dans tous les sens et qui a déjà 23 points à la pause, lui qui est un natif de l'Illinois, qui est fan des Bulls et qui est aussi passé par les Bulls de manière très bref il y a quelques années, malgré son énorme première mi-temps, on est entre guillemets que à 5 points de retard à la pause. Et franchement, à ce moment-là, tu te dis waouh, vu comment on joue offensivement avec notre pauvre adresse, et vu comment eux ils dégainent à 3 points dans tous les sens, notamment Max Truss, 5 points à la pause, on prend. D'autant plus que à la reprise, on est capable de trouver beaucoup plus de paniers à l'intérieur, ce qu'on n'arrivait vraiment pas bien à faire en première mi-temps. Mais voilà, il y a des bons drives de Zach LaVine, il y a des post-ups de Vucevic qui fait admirer son toucher de balle près du cercle. Euh, il y a des contre-attaques aussi avec quelques ballons volés, Caruso qui va égaliser. On va passer devant avec des N1 de DeRozan. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un temps fort. On provoque des pertes de balles adverses avec Tyler Hero notamment qui fait n'importe quoi. On bataille, on défend,
on essaye de prendre quelques rebonds, et à chaque fois que Miami fait un run pour revenir, on est capable de répondre. Genre, par exemple, dans la dernière minute du troisième quart-temps, à 2 reprises, on va chercher 2 gros rebonds offensifs. Ça permet à Drummond de rentrer un end-one, ça permet à DeRozan de rentrer un end-one également, et ça nous permet surtout de mener 2 points à l'entame du quatrième quart-temps. Et là, tu te dis, on est vraiment sur un temps fort, c'est le moment d'enfoncer le clou. Et c'est ce qu'on fait un peu en début de quatrième quart, parce que même si Miami fait une défense de zone, on est capable, avec une bonne circulation de balle, de contrer ça. Kobe White met un gros 3 points, il envoie Drummond claquer un joli dunk, DeRozan va claquer 2 N1 en assez peu de temps, dont un sur un super dunk avec un bon drive. On est vraiment vraiment bien, on est de plus en plus à l'aise dans ce match. En face, tu as Jimmy Butler qui va quand même activer le mode playoff comme souvent. En plus, il avait été euh, dans leur match précédent au play-in, ils avaient perdu contre Atlanta, il n'avait pas forcément été très très bon. Il avait loupé l'entraînement la veille du match contre Chicago, il avait loupé le shoot-around du matin. Finalement, il est là. On l'avait assez peu vu jusqu'ici dans ce match-là, quelques paniers par-ci par-là, mais aussi des lay-ups loupés, etc. Et là, il commence à enchaîner. Il claque un gros N1, il trouve Max Truss sur un cut pour égaliser. Il va provoquer des lancers. Bref, le Jimmy Butler qu'on connaît bien, qui prend les choses en main. Et au fur et à mesure, alors que Miami remonte, nous on s'écroule, mais quelque chose d'assez concret, avec notamment Zach LaVine qui a enchaîné les choix absolument dégueulasses, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette saison et les précédentes, dans les fins de match serrés où il décide de remonter les ballons et de prendre les choses en main. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours brillant, il y a beaucoup de briques, il y a beaucoup de pertes de balles un peu bêtes. Et tu sens que le momentum est en train de changer. À 3 minutes 45 de la fin, Kobe White met un panier à 3 points et on mène 90-87. Et derrière, écroulement total. Effondrement complet. Euh, Il y a un temps mort juste après ce panier et Kobe White n'est pas sur le parquet à la reprise. C'est Pat Bev qui revient. Et là, franchement, j'ai pas compris. Kobe White, il est monstrueux. Il a fait 4 sur 6 à 3 points. Il a donné quelques passes. Il est actif en défense, etc. Il a fait un super match. Et tu remets Pat Bev qui a été absolument mais dégueulasse, catastrophique sur ce match-là. Déjà pas forcément brillant face à Toronto, à part 2-3 actions clutch dans le quatrième quart-temps. Et là, il a été mais immonde. Et tu le mets à la place de Kobe qui a été excellent. Et puis à côté de ça, tu as Zach LaVine qui multiplie les choix dégueulasses, qui précipite des 3 points. Et en face, c'est serein. En face, c'est serein. Miami, voilà, avec Jimmy Butler, évidemment, il n'y a aucune panique. Je vais aller chercher mon head one. Je vais trouver Max Truss qui va claquer un 3 points, qui va en plus provoquer 3 autres lancers francs en forme de dagger à ce moment-là. Donc je disais, il y a eu un panier de Kobe White à 3 points à 3 minutes 45 de la fin. Et après ça, on a subi un 15-1. Et du coup, ben voilà, on est en vacances. Et vraiment, vraiment, c'est rageant parce qu'il y avait la place. Il y avait vraiment la place. Mais il y a eu 2 manières très, très différentes de gérer cette fin de match. Euh, que ce soit sur le banc ou comme sur le parquet. Il y a eu une équipe de Miami sûre de sa force, sereine, qui n'a pas paniqué le moindre moment. Et une équipe de Chicago qui a vu Miami revenir et qui s'est dit, bon bah là, ça va plus le faire, qui a précipité des shoots dans tous les sens, qui est et forcément que Lavine va prendre cher, enfin a pris cher, parce que ça fait déjà quelques jours quand même. Il a pris très très cher après ce match absolument catastrophique. 6 sur 21 au shoot, 5 balles perdues, 0 sur 6 à 3 points. Et vraiment c'est rageant parce qu'il sortait d'un super match contre Toronto. Et justement, on avait dit dans la dernière vidéo, ça fait plaisir de le voir sortir un tel match quand ça compte. Parce qu'à chaque fois on dit ouais, Zach LaVine, machin, dans les grands matchs, il est pas là, il s'effondre dans le clutch, nan. Voilà, et il avait fait un super match contre Toronto et derrière, voilà, tout gâché, absolument tout gâché avec cette prestation et cette fin de match surtout qui était absolument dégueulasse. Mais enfin, ceci dit, il est vraiment pas le seul à être passé au travers. Comme je disais, Pat Bev, dégueulasse du début à la fin. Ayo, on l'a très peu vu. Patrick Williams, on n'a pas vu grand chose non plus. Heureusement, il y avait quand même Caruso qui a été mais d'une combativité exemplaire. Season high au point avec 16 points.
qui a mis des paniers à 3 points, qui a été présent défensivement sur tous les seul play, qui a lutté au rebond, etc. Euh, du Caruso dans le texte, qui rechigne pas à la tâche, qui se donne à fond, qui va prendre des contacts, qui va jouer des muscles, etc. Kobe White était très très bon aussi en sortie de banc avec 19 points, 4 sur 6 à 3 points. D'ailleurs, les deux, Caruso et Kobe White, ont mis l'ensemble des paniers à 3 points des Bulls sur ce match-là. C'est dire la misère. Les autres ont été incapables d'en rentrer, hein, que ce soit Zach LaVine, que ce soit Vucevic, que ce soit n'importe qui. Personne n'a mis un 3 points à part Caruso et Kobe White. Donc, c'est dire le bordel. Drummond, j'ai trouvé qu'il a signé des bons passages aussi. Demar DeRozan a mis quelques gros paniers assez importants. Mais après, bah, il y a eu ce craquage sur la fin. Et en plus, il manquait sa fille. Euh, derrière DeRozan qui n'était pas là cette fois-ci, elle est restée à l'école. DeRozan l'avait dit après le match à Toronto que bah, voilà, elle ne pouvait pas non plus louper à l'école tout le temps. Il a aussi dit quelque chose d'assez triste, c'est que après ce match à Toronto, sa fille, donc Dayar DeRozan, a dû être escortée par le service de sécurité des Bulls et des DeRozan jusqu'au bus de l'équipe parce qu'il y a eu ça commençait déjà à avoir des menaces sur les réseaux sociaux et franchement c'est lamentable. C'est lamentable de voir des trucs pareils, des trucs aussi débiles. Donc voilà, DeRozan a aussi fait en sorte que sa fille ne soit pas à Miami histoire de la protéger parce que euh, si, si, si après le match à Toronto, tu commences déjà à recevoir des menaces et tout, c'est que ça gâche tout, quoi. Ça gâche tout et c'est vraiment ridicule. C'est vraiment lamentable. Bref, saison terminée pour nous. Et une fois que les Bulls sont retournés à Chicago le lendemain du match, on a eu droit à plusieurs conférences de presse de fin de saison avec Arturas Karnisovas, Billy Donovan, Zach LaVine, Demar, Vucevic, Kobe White. Tout le monde est un petit peu venu s'exprimer avant de partir en vacances. Donc on va faire un petit peu une sorte de compte rendu de tout ça. On va pas voilà, revenir sur absolument tout, mais il y a quelques petits trucs sur lesquels il faut quand même parler. Euh, Arturas Karnisovas, évidemment, qui était le premier à se présenter, qui a rappelé le plan de base quand ils sont arrivés, c'est d'entourer Vooch, Demar et Zach LaVine de joueurs au profil défensif, voilà, de grande qualité pour pouvoir, il l'a pas dit comme ça, mais on comprend bien que c'est comme ça, pour masquer les problèmes, les carences défensifs des trois joueurs principaux, avec des Caruso, des Lonzo Ball, Derrick Jones Jr., des Javonte Green, etc. Des mecs avec de l'envergure qui peuvent switcher sur un peu tout ça. Et voilà, en gros, il a dit bon, bah, voilà, quand il manque des joueurs comme Lonzo Ball, c'est tout de suite plus compliqué de mettre ce qu'on veut mettre en place. Ça, on le savait depuis le début, il nous a pas appris grand chose sur ça. Il a dit aussi que bah, ne pas aller en playoff est une déception, mais néanmoins, il a été encouragé par la fin de saison et le bilan post-All-Star Game qui est de 14 victoires et 9 défaites pour la saison régulière, parce qu'évidemment, il ne comptait pas le play-in là-dedans. Il a également dit qu'il préférait cette saison par rapport à la saison précédente, parce que cette année, on a battu pas mal de grosses équipes, alors que l'an dernier, euh, de manière un peu exagérée, il disait on se prenait des tannées contre les gros et on battait que les petits. Ce qui n'est pas exactement ça, mais enfin oui, c'est quand même assez flagrant. Et même cette année, on a perdu contre des petits aussi, donc c'est un petit peu exagéré comme narratif, mais bon, voilà, c'est toujours bien de le mettre en avant pour lui. Mais enfin bon, c'est pas. Enfin, voilà, c'est un peu parler pour pas dire grand chose, je trouve. Mais enfin bref, il a surtout aussi évoqué la nécessité de devenir une meilleure équipe à 3 points. Alors s'il s'en était pas rendu compte avant, c'est quand même un peu dommage que ça prenne autant de temps. Euh, il dit que voilà, chaque match, on le commence pratiquement avec un handicap parce qu'on sait que l'adversaire va mettre plus de 3 points. Et combien de fois on l'a dit dans des vidéos cette saison, si l'équipe adverse elle met 20 paniers à 3 points et que toi t'en mets 10, ça fait 30 points d'écart déjà. Et pour combler ça, comme on en avait parlé après le match à Memphis, il y a un peu plus de 2 semaines, tu peux combler ça, enfin tu peux tenter de combler ça uniquement avec une énorme intensité défensive, en étant appliqué tout le long,
Voilà, si t'as pas l'adresse, faut au moins que défensivement tu aies des stops, tu crées des contre-attaques, que tu prennes des rebonds offensifs, etc. Mais on fait pas ça tout le temps. On l'a bien vu, on a été incapable d'être d'être constant dans l'effort d'un match à l'autre, etc. Donc c'est pas faisable, c'est juste pas faisable. Après, il a aussi précisé que améliorer les 3 points pour cette équipe, ça passe pas nécessairement par engager des joueurs qui sont des meilleurs shooters à 3 points, mais ça peut aussi venir en mettant les joueurs que tu as dans de meilleures dispositions, voilà, dans des meilleures conditions, faire venir les shoots de meilleure manière. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'on a bien vu tout au long de la saison qu'on a loupé énormément de 3 points ouverts, mais totalement ouverts. Les équipes adverses nous les laissent volontiers. Fait, ah, Caruso est seul à 3 points. Problème. Pas de bev. Non, laisse. Non, c'est bien, c'est bien. Euh, Même s'il y a eu, par exemple, un Derrick Jones Jr. qui a progressé dans ce secteur, notamment dans les corners, où, où il est un peu plus efficace, mais pas sur un gros volume, ou Patrick Williams aussi qui a mis des 3 points, mais encore une fois, pas sur un gros volume. Les équipes adverses nous laissent prendre ces shoots-là. Euh, et, et c'est des shoots ultra ouverts. Comment tu vas les mettre dans des meilleures conditions Les Caruso, les Pat Bev, les Derrick Jones Jr., ils sont totalement ouverts. Tu peux difficilement les mettre dans des meilleures conditions. Et même comme ça, c'est pas des gros pourcentages et c'est pas un gros volume. Donc, non, moi je pense il faut aller chercher des shooters. Et donc, je suis pas d'accord avec le fait de dire, ouais, il faut mettre nos gars dans de meilleures conditions. Parce que non, on a bien vu toute la saison que même en étant totalement ouvert, ben, on reste une des équipes les plus pauvres à 3 points dans cette ligue. Donc, il faut absolument faire quelque chose à, à ce niveau-là. Ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est des mecs qui sont pas juste capables d'attendre dans les corners que la balle leur arrive dans les mains et qui dégainent. Il faut qu'on ait des mecs voilà, qui mettent des catch and shoot en sortie d'écran, qui prennent des pull-ups, plus des gars comme Zach Lavine ou des Kobe White que des mecs comme des Derrick Jones Jr. ou des Caruso ou des Patrick Williams. Quoi. Parce que sinon on peut jamais s'en sortir. Donc voilà, on va attendre les moves de cet été à ce niveau-là. Euh, il a aussi parlé du fait que bah voilà, on est une équipe à quasiment 50% de victoire et que c'est tout simplement pas suffisant, donc comme si on s'en était pas rendu compte, que les fans méritent mieux, que la ville mérite mieux, etc. Que c'est sa responsabilité de regarder toutes les options, que ce soit tout détruire ou juste faire des ajustements. Donc ils vont prendre le temps d'explorer toutes les options, blablabla, mais on sait clairement, enfin on se doute bien qu'on va plus se diriger vers quelques petites retouches que vraiment tout faire exploser, surtout avec les limites qu'on s'impose nous-mêmes avec le salary cap, mais ça on fera une vidéo plus détaillée pour revenir sur la situation contractuelle de tout le monde. Il y a aussi le problème Lonzo Ball, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Karnichova s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles, de dates pour un éventuel retour, qui dit qu'il a confiance dans le fait qu'il va, qui pourra revenir la saison prochaine, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise d'autre, Karnichova, s'il va pas se pointer en conférence de presse en disant ouais non mais Lonzo de toute façon c'est mort, il reviendra pas, machin, t'imagines le bordel s'il dit ça. Donc évidemment que non. Les Bulls espèrent juste que Lonzo soit capable de revenir jouer au basket un jour. Après, à quel niveau, ça c'est encore une autre question, mais déjà qu'ils sont capables de revenir, ce serait déjà quelque chose. Donc ça, pareil, on va attendre de voir comment la situation évolue, mais ça reste une situation extrêmement compliquée. En plus, ça reste un dossier encore plus, euh, enfin un dossier de plus compliqué à gérer pour Karnichova, parce que tu as un joueur qui va toucher 20 millions cette saison et qui va pas jouer. Donc bah voilà, ça te bloque une partie de ton salary cap, ça complique toutes les autres opérations. D'autant qu'il a dit qu'il voulait faire revenir et Vooch, et Kobe, et Ayo. Donc ça, financièrement, ça va être impossible sans dépasser le salary cap. Euh, il dit qu'il a la confiance de l'oncle Picsou, Jerry Ransdorf, et que ça devra se justifier au moment de faire un push. Mais alors ça, bon courage mon coco, parce que ça fait 40 ans qu'il est là, l'oncle Picsou, il n'a pas lâché un caillasse. Donc voilà, on a payé la taxe une fois dans l'histoire de la franchise, et c'était genre 100 000 dollars. Et l'autre, il a failli faire une syncope. Donc voilà. Javonte Green et Pat Bev sont également libres, mais ils n'ont pas été évoqués quand les journalistes ont posé les questions à Karnichova, donc ils n'en ont pas parlé.
Donc voilà, Karnichova, ça fait un bon tour du truc, mais bon, on n'a pas appris grand chose, quoi. Oui, il faut améliorer l'adresse à 3 points de l'équipe. Oui, on veut faire revenir tous les mecs qui sont hors contrat, qui sont en fin de contrat. Ouais, bah ouais. Oui, on n'est pas content d'être à 50% de victoire, bah tu vois, tu m'étonnes. Donc voilà, on n'a pas appris grand chose. Derrière, DeRozan avait l'air un peu plus détendu. Il a dit que tous les joueurs de moins de 24 ans étaient attendus pour s'entraîner avec lui à Los Angeles cet été, comme il avait fait avec Pat Williams l'an dernier. Et lui, comme tous ceux qui sont passés derrière lui, Zach, Vooch, Kobe, ils ont tous parlé du fait que offensivement, il y a du progrès, alors qu'on est quand même la 24e attaque de la ligue en termes d'offensive rating, mais que donc ils ont dit qu'ils ont constaté du progrès dans la manière d'amener les paniers et tout ça, mais que c'était juste trop inconstant, que d'un soir à l'autre, c'est un thème qui est revenu dans la bouche de tout le monde, trop d'inconstance, on ne sait pas pourquoi, il y a des jours ça fonctionne, il y a des jours ça fonctionne pas, enfin bref, ouais, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Euh, Après, voilà, qu'est-ce qu'il a dit d'autre des Rosanne? Que Patrick Williams doit continuer de franchir des paliers, et notamment dans l'approche mentale des matchs, que c'est une chenille qui doit se transformer en papillon. En termes d'image, il y a peut-être un peu mieux à faire, mais enfin bref. Il a parlé de Kobe White aussi, de son éthique de travail, de sa progression cette saison qui est très plaisante. Euh, il a aussi parlé du fait qu'il a provoqué beaucoup de passages en force cette saison et qu'il a encore mal aux épaules et aux bras pour ça. Mais enfin bref, qui voulait peut-être prendre plus de 3 points l'année prochaine, essayer d'ajouter ça à son jeu, mais que malgré tout, il va pas non plus tout changer parce que, comme il l'a dit, euh, même en jouant comme il le fait depuis des années, il n'y a que 36 joueurs dans l'histoire de la ligue qui ont mis plus de points que lui. Donc voilà, et c'est pas non plus. Voilà, il a toujours été capable de scorer, même sans être forcément un bon shooter à 3 points ou un shooter ou un gars qui en prend beaucoup. Donc il dit qu'il veut essayer d'ajouter plus de 3 points, mais après, c'est pas forcément pour ça qu'il va non plus en prendre dans tous les sens. Et c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Après ça, Vooch a parlé de sa volonté de rester à Chicago, d'éventuellement leur donner une priorité dans les négociations. Mais après, voilà, il va tester le marché aussi, voir un peu ce que les autres équipes lui proposent en termes de contrat, de salaire, etc. Même si il en fait pas une question d'argent, parce que voilà, comme il le dit, il sort d'un contrat à 100 millions sur 4 ans. À ce point-là de sa carrière, c'est pas le pognon qui le motive le plus. Donc il va prendre, il y a d'autres trucs qui vont rentrer en ligne de compte pour qu'il prenne ses décisions. Il attend un troisième enfant au mois de juin, donc peut-être aussi que ça va l'inciter à pas forcément déménager. Donc faut voir, il a oui, lui aussi parlé de l'inconstance de l'attaque, que parfois la balle circule bien et tout le monde en profite. Et puis d'autres fois, ça stagne et on trouve pas de solution, etc. Et que le meilleur exemple, c'était le match à Miami, où pendant 44 minutes, on était dans le match, on était vraiment bien, on était capable de tenir tête à cette équipe de Miami et on s'est donné des chances de se qualifier. Et puis les 4 dernières minutes, craquage complet et du coup on est en vacances. Il a aussi été assez honnête sur sa défense en disant que voilà, il sait très bien qu'il n'a jamais été un défenseur de grande qualité, qu'il y a des trucs qu'il est capable de faire en défense, mais qu'il y a aussi d'autres trucs voilà, il sait que c'est pas ses principales qualités. Il a parlé de la nécessité de l'équipe à continuer de progresser sur le plan défensif, sur le plan offensif, sur l'approche mentale, etc. Enfin bref, enfin voilà, tous des trucs un petit peu bateau comme ça. Zach Lavin, lui aussi, a parlé de l'inconstance de ce groupe en termes voilà, en termes de montrer tous les soirs qu'ils ont un grand niveau, parce qu'on l'a vu tout au long de la saison, on a été capable de sortir des matchs extraordinaires, mais aussi on a été capable de sortir des boosts le match d'après, donc c'est frustrant, et voilà, tout le monde est passé au micro pour dire, bah voilà, faut qu'on soit meilleur collectivement, blablabla. Euh, il a parlé de son entente avec DeRozan en dehors des parquets en disant que c'était un des joueurs un des, pas juste joueurs, mais une des personnes avec qui il est le plus proche hors des parquets, c'est un très bon ami à lui. Il a dit que Vucevic ne recevait pas assez de crédit et de louanges par rapport à ce qu'il faisait
comme sacrifice pour l'équipe, qu'il ne s'est pas apprécié à sa juste valeur, que le trio, lui, Vooch et de Rozan peut encore montrer d'autres choses, qu'ils n'ont pas forcément été à 100% tout le temps en même temps, ce qui est vrai aussi, mais enfin bref, voilà. Il a forcément essayé de brosser un peu tout le monde dans le sens du poil. Et puis Kobe White, lui, il a dit que voilà, phrase bateau sur phrase bateau, il adore Chicago, ses coéquipiers, il veut rester, mais il sait que c'est un business. Euh, que s'il revient, c'est cool, s'il doit aller ailleurs, bah voilà, il devra faire avec, etc. Il a quand même évoqué son désir de devenir titulaire et que ce sera un sujet dans les négociations et que voilà, c'est quelque chose qui va appuyer pour, au moment de parler de la suite, enfin pour son prochain contrat et de l'avenir pour lui. Il veut être titulaire. Il a parlé de sa progression et notamment sur le fait que il est devenu plus vocal. C'est quelqu'un qui est devenu plus écouté, c'est plus leader dans le vestiaire. Et c'est quelque chose qui, pour lui, est très très important. Il a mis ça plus en avant que sa progression en défense, son playmaking, son handle, même s'il a quand même dit que c'est des choses qui lui permettent d'être beaucoup plus à l'aise pour gérer la main que par rapport à il y a 2 ans dans la première année de Billy Donovan où voilà, il voulait en faire un meneur et qu'il avait eu beaucoup de difficultés à ce moment-là. Il dit que là il est beaucoup plus à l'aise avec ça et qu'il se sent prêt à être titulaire à la main le cas échéant, et sachant également voilà, sans Lonzo il faudra bien qu'on ait des meneurs, donc ça peut éventuellement être une solution parce qu'il a voilà, bossé sur tellement de choses sur son playmaking, son handle, et maintenant il veut améliorer tout ça tout en étant capable d'avoir plus de diversité dans son scoring, d'attaquer plus le cercle, de provoquer des lancers, etc. Donc l'interview de Kobe a été quand même peut-être la plus enrichissante, entre guillemets, celle où on a appris le plus de trucs, même s'il y a eu aussi quelques phrases bateau, etc. Mais enfin voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, si on peut parler de Derrick Jones Jr. quand même, qui a déjà fait savoir qu'il voulait activer sa player option pour l'an prochain. Donc il reviendrait et toucherait 3 360 000 dollars la saison prochaine. Même si c'est pas officiel, c'est juste lui qui a fait part de son désir d'activer cette option. Mais ça ne peut pas être officiel avant le début de la free agency, il me semble. Donc voilà, lui en tout cas a fait savoir que c'est son plan. Il a dit voilà, moi j'ai signé l'an dernier pour 1 an plus 1 an, donc 2 ans, je vais faire mes 2 ans, etc. Après, ça n'empêche pas que les Bulls peuvent activer, enfin, que son option soit activée et que les Bulls puissent l'inclure dans un trade si besoin est. À signaler quand même que André Drummond a exactement la même clause pour l'an prochain, une player option à 3 360 000. Donc on a moins d'infos à ce niveau-là, mais voilà, il peut également l'activer pour revenir l'année prochaine. Euh, on va faire un petit point draft. Ouais, on va faire un petit point draft parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Parce que lundi, la NBA a organisé plusieurs pile ou face pour départager les équipes dans la loterie qui avaient un même bilan. Et nous, on avait le même bilan que OKC, donc 40 victoires, 42 défaites. Et donc, il a fallu un tirage au sort à pile ou face pour nous départager. Et les Bulls ont gagné ce pile ou face, ce qui nous a fait monter d'une place dans la loterie. Et on est donc 11e à l'heure actuelle, avant la loterie qui aura lieu le 17 mai. On a 1,8% de chance de choper le premier choix de la draft et on a 8,5% de finir dans le top 4. Sachant, on va le rappeler une millième fois, que si on n'est pas dans le top 4, le pick va à Orlando. Et il y a une autre précision à faire, c'est qu'on n'aura pas de pick au deuxième tour, parce que en fait on avait un pick, qui était un pick qu'on recevait de la part de Denver, qui était protégé top 47. Donc si il était après la 47e place, donc entre 48 et 60, on récupérait ce pick. Denver a terminé avec le pick 57, donc quasiment à la toute fin de la draft. Donc ce pick nous revenait, mais comme la NBA, il y a 1 an et demi de ça, avait ouvert une enquête sur le tampering pour Lonzo Ball, et avait dit, dès que vous aurez un deuxième tour de draft, on va vous le sucrer. Et ben c'est celui-ci. Donc on perd un pick 57. Alors c'est un pick tout au fond de la draft, pas forcément
grave slash dommage si on perd ce pic là, même si c'est chiant quand même, parce que bah voilà, tu sais jamais, il y a des pics 57 qui ont été, voilà, encore faut-il prendre le bon gars, mais on perd donc enfin en tout cas on n'obtient pas ce pic parce que la NBA nous le chope à cause du tampering sur Lonzo Ball il y a 1 an et demi de ça. Donc on n'a pas de deuxième tour non plus cette année, donc on a pas de pic du tout en 2023. Et d'ailleurs, on n'a pas de pic au deuxième tour en 2024 non plus, parce qu'il était parti dans le trade de Lonzo Ball aux Pelicans. On n'a pas de pic au deuxième tour en 2025 non plus, parce qu'il est parti à San Antonio dans le trade de DeRozan. Donc notre prochain pic au second tour, c'est 2026. À moins qu'on en récupère voilà, dans des trades, etc. Mais voilà, à l'heure actuelle, la prochaine fois qu'on est au deuxième tour de la draft, c'est en 2026. Donc c'est quand même assez hardcore. Assez hardcore. On a notre pic 2024 au premier tour. Le 2025 est parti à San Antonio pour DeRozan aussi. Donc en gros, draft 2023, rien du tout. Draft 2024, premier tour. Draft 2025, que dalle. Voilà, les 3 prochaines drafts, on a un choix. Et c'est au premier tour 2024. Donc, c'est hardcore. On sait que c'est pas par la draft qu'on va reprendre, qu'on va repartir de l'avant. En tout cas, enfin, pas dans l'immédiat. Ou alors en récupérant des pics de draft dans des trades. Mais enfin voilà, on va voir comment ça va se dérouler cet été. Arthur Ashkanichovas va essayer de bouger tout ça. En tout cas, espérons-le. Hein, parce que pour ajouter des shooters et faire revenir tout le monde, va falloir trouver des idées de génie. Parce que surtout avec cette limite qu'on s'impose nous-mêmes de pas dépasser le salary cap. Je pense que je ferai une vidéo plus complète avec la situation contractuelle de chacun, où on est au niveau du cap, les cap holds des gars tant qu'ils sont pas signés par une autre équipe ou par nous-mêmes. Donc on reviendra en détail sur tout ça parce que là on est déjà à plus d'une demi-heure. Donc il y a le temps là pendant les prochaines semaines parce qu'on n'aura pas beaucoup d'actualités nous concernant. Donc on fera des points sur la situation contractuelle de tout le monde, le salary cap, tout ça. On va aussi repartir sur, comme j'avais commencé à le faire l'été dernier, sur les Windy City Stories. Voilà, pour continuer un petit peu tout ça, puis histoire d'occuper un peu l'été. Et puis il y a une vidéo qui risque d'être assez mythique dans les prochains jours. Donc voilà, soyez là parce que celle-ci, elle risque d'être elle risque d'être assez balèze. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt pour des vidéos. Et puis bah il y aura toujours sur Twitter pour dès qu'il y a une info, parler de ça. Des vidéos pour parler de l'actu quand il y en aura. Et puis donc les Windy City Stories qui vont reprendre assez prochainement. Donc voilà, soyez là, restez aux aguets. Merci à vous tous pour toute cette saison, pour avoir suivi toutes ces vidéos, avoir commenté, d'avoir interagi sur Twitter, ici même sur YouTube, sur Insta aussi. Donc voilà, c'était vraiment vraiment cool. Euh, J'espère que tous les contenus que je mets en place, bah, ça vous plaît. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Donc voilà, on se retrouvera la saison prochaine. On se retrouve très bientôt aussi pour bah, voilà, les Windy City Stories. Et bah, voilà, en attendant, bah, continuez de bien vous porter et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.